Bonjour Judith, bienvenue sur The Link FWI. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? Je suis Judith Chakpa, créatrice de la marque Et Moi Création. C'est une marque de confection, de bijoux, vêtements et accessoires de mode textile. Elle est, j'allais dire afro-centrée, mais je dirais plutôt ethnique dans sa définition. Et je suis également artiste en design textile. Voilà pour un court résumé. Je suis originaire de la République centrafricaine, j'habite la Guadeloupe depuis 2011 et c'est là que j'ai aussi découvert mon art et que je pratique de manière autodidacte. Donc tu es autodidacte, tu n'as jamais pris de cours, été dans une école d'art, de mode? Pas encore. Pas encore, oui, totalement autodidacte, animée par mes envies, mes passions. Mes visions peut-être aussi, donc ouais, mais j'ai jamais été en école pour apprendre le métier que je fais aujourd'hui. Sinon, avoir pu être témoin des scènes de confection, parce que ma mère, ma grand-mère, mes tantes, beaucoup de femmes de ma famille savent coudre. Donc quel a été le déclic pour entrer dans le milieu de la confection et du design de mode et de masques? Le déclic, déjà ça s'est fait en fait progressivement. Mais ma première réflexion avait vraiment été autour d'utiliser mon talent, ou en tout cas, à ce moment-là de ma vie, j'étais coordinatrice dans un centre de formation spécialisé en développement personnel. Et la question est de comment être épanouie dans sa vie au quotidien. Mais il y a une réalité qui est vraie, c'est le financier, c'est l'économique, c'est comment payer ses factures. Donc il existe en fait une sorte de programme qui permet aux personnes d'identifier leur profil de compétences, mais également aussi de définir un talent dans lequel ils vont simplement être épanouis. Donc l'idée est de faire tous les jours ce qu'on aime sans que ce soit éprouvant, mais également de transformer économiquement. Et bien que moi je ne me suis pas prêtée à tous les textes, je me suis surtout en tout cas posé la question qu'est-ce que je voudrais moi faire en fait pour moi. Et il m'est apparu le bijou, j'ai eu envie de faire des colliers en fait, vraiment, et avec du tissu. Et du coup, j'ai commencé à découvrir des tutos au travers des réseaux sociaux, au travers des chaînes telles que Dailymotion ou YouTube ou autres. Et je me suis essayée moi-même en fait à faire les bijoux. Et c'est parti comme ça. Et au fur et à mesure, la vie de mes amis surtout en fait m'ont beaucoup encouragée parce qu'ils se demandaient d'où venaient ces bijoux, qui les faisait, moi. D'autres m'ont dit tiens, on va faire une vente privée chez toi, ça va être bien. Et du coup, du bouche à oreille, j'ai commencé comme ça à faire à avoir une clientèle du moins, mais qui se faisait et qui continue d'ailleurs à se faire que par bouche à oreille. J'ai organisé différentes ventes privées, c'est comme ça que ma marque existe ou a existé. Etc., etc. Après, je me suis rappelé, parce que les personnes m'en ont fait la demande, tu ne confectionnes pas de vêtements? Ah bah oui, je sais utiliser une machine à coudre parce que j'ai vu ma mère le faire. J'ai été m'acheter une machine à coudre, boum, j'ai su coudre. Enfin voilà, ça se révèle au fur et à mesure de mes envies, des demandes que les personnes me font. Et si ça me booste, j'y vais. Si ça me booste pas, on fait autrement. Mais voilà, essentiellement, c'est comme ça que je fais ou que j'ai fait. Quelle fut la réaction de ta famille, de tes proches quand tu as dit que tu te lances dans le milieu de la confection et du design? Ils étaient enthousiastes. Quand je dis c'est à la fois en fait on peut être très réticent à l'idée de se dire mais comment tu vas vivre. Je pense que leur plus grande appréhension était au niveau économique. Se dire mais tu as des diplômes, tu es allé à l'école, mais comment tu vas faire pour vivre, mais tu vas arrêter ton travail, mais comment ça va se passer? Et en fait, je pense que leur interrogation m'ont toujours ou souvent et continue même à me pousser, à me challenger, à leur montrer qu'en fait non, c'est parfaitement possible. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à l'art au départ, mais je le fais très bien, je m'y sens bien, pourquoi pas. Mais effectivement, la faille reste à trouver un équilibre financier ou un flux financier régulier. Donc oui, et après il y a eu un autre stade aussi où ça a été plus quand j'ai changé de coiffure, ma transformation physique. Là, ça a été là où ça a soulevé plus d'interrogations et là, ça les a inquiétés, le monde de l'art. Mais est-ce que tu perds pas l'esprit? Tu deviens pas folle? Est-ce que tu es pas possédée? Plein de petites choses. Non, mais c'est vrai, ce sont des réalités et donc ils l'ont abordé. Je pense qu'ils étaient aussi inquiets, donc ils voulaient savoir quels étaient mes penchants et puis à quoi est-ce que j'allais, dédier mes cadeaux, mes talents, mes dons. C'est aussi important pour eux, je pense, de savoir l'orientation de mes travaux. Et comment considères-tu ta création, ton design et ton art? Comment je la considère? Déjà, je sais pertinemment que c'est une part de moi.
En fait, je pourrais juste dire que c'est une extension. Après, ça a différents courants parce que mes origines, mes influences, les cultures, les choses auxquelles je suis sensible. J'ai une petite limite dans la compréhension de ta question, mais en réponse, c'est ce qui me vient. C'est que mon art ou ce que je propose, c'est une part de moi, c'est ma compréhension du monde quelque part aussi, et je m'y plais beaucoup à le retrouver dans le tissu, dans les fibres, parce que j'y vois vraiment un corps humain. Je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, je me sens en pleine émotion là. Mais en fait, souvent, j'allie ou je vois le tissu comme un corps. J'y vois les liens qu'on y fait au niveau des générations, par exemple, mais au niveau juste de la peau, les pores, les fils, par exemple, qui pourraient être des vaisseaux sanguins, des choses comme ça. Donc, j'ai une lecture qui est au-delà de la matière. Je la lie au corps également, et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi bien de se prêter à la parure, c'est-à-dire l'habillement fait aussi qui nous sommes. Les personnes vont nous catégoriser quelque part en fonction du textile que nous allons porter ou la façon dont nous avons choisi de nous vêtir. Donc ça dit beaucoup aussi sur les classes sociales, ça dit beaucoup sur l'individu aussi en lui-même. Et je sais que dans beaucoup de cultures ancestrales ou anciennes, cette classification, elle a existé en Guadeloupe, par exemple. Elle a existé au travers des coiffes que les femmes... voilà, exactement. Et voilà. Donc, en Afrique aussi, nous avons les mêmes transpositions au niveau de la tenue et donc même au niveau du bijou, et notamment par rapport aux tissus qui sont de variété du bougalan, voilà, du Dan Faso et autres, et dont notamment le wax aussi, qu'on sait présent en Afrique. Mais qui n'est pas d'Afrique. Qui n'est pas d'Afrique, voilà, qui n'est pas, en tout cas au niveau de sa fabrication. En tout cas, l'esprit en lui-même et l'inspiration est purement africaine, parce que les designers qui y travaillent, la limite avec le wax, c'est qu'il n'est pas fabriqué. L'économie, en tout cas, ne participe pas 100% au développement de l'Afrique. Quels ont été les designers ou créateurs qui t'ont inspiré, influencé pour commencer ta création? Ouais, ma mère, designer hors pair. Non, c'est vrai, je sais pas. Non, j'aime le travail de beaucoup de créateurs ou de designers, mais je ne pourrais pas en citer un particulièrement qui m'aurait incité dans ma démarche de création. Réellement, je pense que c'était mes influences, la personne que j'ai le plus sollicitée ou autre, c'était réellement ma mère, parce que j'avais une vision déjà assez claire de ce que je voulais faire, donc c'était juste me mettre à l'acte. Je ne dis pas que je ne m'inspire pas d'autres personnes, mais j'ai une qualité à ne pas retenir tous les noms. Déjà ça, mais j'essaie de travailler toujours sur moi-même et ce qui me traverse en fait. Donc là, concrètement, j'ai pas de nom à citer. Non. On sait que tu viens de la République centrafricaine. Pourquoi t'être installée en Guadeloupe et comment as-tu connu la Guadeloupe? Par amour. J'étais amoureuse d'un Guadeloupéen. Non, c'est vrai, qui m'a emmenée en Guadeloupe. Et beaucoup de personnes, quand je leur dis ça, me disent « Oh, t'as fait le bateau !» C'est le voyage classique, le bateau. Donc oui, apparemment, beaucoup de personnes échouent à la Guadeloupe par amour, il paraît. Mais pourquoi pas, j'accepte, parce que je pense que les personnes sont aussi médiums et nous amènent à ce que nous devons être ou ce que nous devons faire. Donc il a été ma passerelle. J'étais donc en couple avec un Guadeloupéen. Nous vivions en Europe, précisément à Perpignan. Ça a été l'occasion pour lui d'avoir un emploi ici après son doctorat, et j'ai juste choisi, en compagne dévouée, de suivre mon cher et tendre. Et on a eu 2 ans de vie ici, et finalement j'ai eu plus ou moins certains mots de mal, en tout cas. Et je pense que c'était mon adaptation à la Guadeloupe, mais je savais une chose d'ici, c'est que j'aimais ce territoire. J'ai eu un emploi aussi ici, donc je me suis installée avec lui, et du coup, lorsque nous avons rompu, il avait été question pour moi, qu'est-ce que je fais comme métier, ou est-ce que je démissionne, j'arrête tout, etc. Et finalement, j'ai patienté le temps d'arriver en fin de contrat, sauf que j'ai fait d'autres rencontres le temps de ma fin de contrat, qui m'ont fait encore voir la Guadeloupe par moi-même. C'est-à-dire que je la connaissais au travers de ce couple finalement, où j'ai vécu la Guadeloupe, j'ai appris la Guadeloupe par là, et je remercie aussi parce que il avait une passion pour la langue créole, et rien que ça m'a permis d'apprendre le créole, ça m'a permis d'apprendre davantage les Guadeloupéens et de voir en moi certaines résonances. Et je pense que si je suis restée ici simplement, c'est parce que je m'y sens vraiment bien, je m'y sens un peu comme chez moi. Je ne pourrais pas comparer à des espaces en Afrique,
Mais je pense que réellement, il y a une essence où il y a un savoir, une sorte de magie qui est en Guadeloupe et qui me fait, moi, être bien. Et les choses ont continué à se révéler dans mon cheminement personnel, d'où cet emploi également dans un centre de développement en tant que coordinatrice, qui m'a également encore rapprochée davantage de moi-même. Et j'ai décidé d'y installer mon entreprise. J'étais déjà là et les opportunités se faisaient et se font toujours. Donc, j'ai fait que vivre. Voilà, donc voilà pourquoi je suis en Guadeloupe et que j'aime la Guadeloupe et que je me sens bien en Guadeloupe. C'est pas l'Afrique, mais ça sépare et c'est complètement différent et c'est autre. Je pense qu'il y a cet échange-là à faire. Tu parles créole? Quand on est dit en créole? On savent dire en lobitin et on aimait parler créole aussi, donc nous, on savait faire en conversation. Peut-être que créole au moins pas parfait, mais on savait dire 2-3 mots et on savait négocier plein de temps, aller dans le marché, on pas savent. Mais j'arrive à tenir une conversation, je pense bien en créole, oui. Est-ce que les deux cultures, donc la culture les cultures centrafricaines, parce qu'on sait très bien que l'Afrique, c'est différentes ethnies, déjà dans un seul pays, plus la culture et les cultures guadeloupéennes sont des sources d'inspiration pour toi? Oui, de manière certaine. C'est-à-dire que je visite, par exemple, là, sur les travaux que j'ai commencé avec les masques, par exemple, je visite différentes cosmogonies, différents espaces de l'Afrique, les peuples, les ancestralités. C'est aussi la chose que je trouve ici en Guadeloupe. Ils ont un ancien qui est complètement différent et moi, en fait, j'aime beaucoup cette transmutation en fait, du noir qu'il y a ici. Par là. Pardon? La transmutation du noir. La transmutation, je parle du noir avec un grand N, c'est-à-dire le peuple de l'origine, parce qu'on ne va pas nier l'origine africaine des Guadeloupéens, mais comme je tiens à dire, les Guadeloupéens ne sont pas non plus africains, ils sont Guadeloupéens. Ils ont une véritable identité et ils peuvent s'ériger en tant que tels, et avec toutes les influences qui les composent, c'est-à-dire l'Indien comme l'Européen ou l'Occidental, ainsi que l'Africain. Ils n'ont pas une prédominance de l'un particulièrement sur l'autre. Oui, ça aussi, ça m'inspire parce que ça a été intéressant pour moi, par exemple, de travailler autour de ces origines, de ces influences. Et un des travaux que j'ai réalisé, c'est un masque que j'ai nommé Akan, qui lui, en fait, croise, par exemple, les espaces Caraïbes, la Guadeloupe précisément, et une part de l'Afrique. J'ai choisi la cosmogonie Gourou, qui est une région, du coup, d'un peuple qui vit dans la région de la Côte d'Ivoire. Et j'ai choisi le salako pour mettre en exergue, mais par exemple, oui, qui est des saintes, un salako qui est un métier de la vannerie, c'est un chapeau que portent d'ailleurs encore les Saintois et qui fait partie du patrimoine de la Guadeloupe. Il est inscrit à l'UNESCO, comme cette danse-là par exemple que j'ai choisie autour d'une divinité gourou et qui m'a permis en fait de faire quelque part, selon moi en tout cas, ma jonction des deux espaces, c'est-à-dire qu'ils sont liés, c'est indéfectible. Et cette passerelle-là se fait aussi par le biais de l'eau, parce que si on remonte encore l'histoire, au-delà de rester sur la traite négrière ou la question des personnes qui ont été mises à l'esclavage, ils sont venus par l'eau. Le bateau, la mer, encore est toujours présente dans ces espaces, comme elles l'ont été aussi en Afrique, et ça a permis en fait ce voyage. Donc utiliser le salako et refaire vivre ici cette divinité était pour moi aussi notre façon en fait de faire une appropriation culturelle quelque part ou d'en révéler une nouvelle. Voilà, l'idée pour moi est de réellement valoriser les cultures, valoriser les peuples et notamment ou surtout le peuple noir dont je suis originaire. On a l'impression depuis quelques années qu'en Guadeloupe, il y a une sorte de réappropriation culturelle, tant au niveau, même au niveau historique qu'au niveau des vêtements, des coiffes, des bijoux. C'est même devenu plus à la mode de porter des colliers traditionnels comme ceux que je porte que de porter une chaîne en or, une chaîne en argent. Donc selon toi, pourquoi et quelle est ton impression? Mon impression est surtout qu'en fait, il y a réellement un travail au niveau des consciences qui est fait. Les gens aujourd'hui ont plus accès à la connaissance. Non pas qu'elle était cachée, mais peut-être qu'elle n'était pas diffusée de la même manière. Et aujourd'hui, je pense que par différents sens, beaucoup de savoirs se vulgarisent. Et le fait de connaître,
C'est mieux. En fait, on n'a pas peur, on se limite moins, on sait pourquoi on choisit de porter un collier en bois, parce que peut-être qu'on en comprend les vertus. Pourquoi est-ce qu'on choisit des graines ou des plantes naturelles, par exemple, quelles en sont les vertus? Il y a tout ce travail, en fait, à mon sens, que le peuple noir ou la population noire est en train de faire, et ça favorise cette appropriation au niveau de tout, parce que ce que nous consommons fait qui nous sommes en fait. Ça passe au niveau alimentaire, ça passe au niveau vestimentaire, ça passe au niveau culturel et à différents points. Et plus nous allons continuer à vulgariser, rendre accessible et démocratiser les connaissances, je pense que les personnes vont aussi mieux se l'approprier. Sinon, à part ça, les lobbying et les politiques restent les mêmes, ça ne va pas changer. Je pense juste qu'il faut que le travail sur l'éducation puisse se poursuivre, rappeler aux personnes que c'est sain d'être dans son naturel et utiliser ce que son environnement nous propose, en fait, tout simplement. Suivre l'exemple de la nature. Donc, si on revenait à tes créations, tu nous as parlé du masque Akan. On sait aussi que tu as fait le masque Dieu, qui est un masque en forme d'éléphant. Peux-tu nous en parler? D'où viennent ces idées? D'où puisses-tu ces masques? Parce que personnellement, moi, ça m'a marqué. Ça vient de mes réflexions, mais également des rencontres que je fais. Par exemple, le Zéou Masque, qui est le masque éléphant, ou mon interprétation du masque éléphant. Là, je visitais une cosmogonie Bamileke. Les Bamileke sont un peuple du Cameroun qui sont complètement frontalier du coup avec la Centrafrique, et on a des origines bantoues qui sont du coup communes. Donc je m'intéresse à ça, mais puis surtout en fait il existe encore ces cultes-là en Afrique, c'est-à-dire les Bamileke continuent à pratiquer leur culte avec les rituels, sortent le masque d'éléphant, etc. Ce qui m'intéresse aussi dans mes créations, c'est le sens qu'a chaque chose en fait. Donc tout a une symbolique. Ça peut être la couleur, comme ça peut être également un animal. Et l'éléphant m'est venu juste déjà parce que je visitais les Bamileke, mais aussi en termes d'esprit, c'est un animal qui incarne la sagesse et qui a une conscience qui est très très élevée en tout cas. C'est pour moi le roi de la jungle, contrairement à tout ce que pensent les personnes du lion qui vit dans une savane en vérité. Exactement, comme l'éléphant Babar, et c'est pour ça, moi, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup et ça me permet d'illustrer de cette qualité royale qu'a l'éléphant et de sagesse que le lion n'a pas, et que le lion, par exemple, représente la partie fougueuse ou égotique de l'humain. Donc, c'est une part inachevée de l'être, alors qu'on est dans la sublimation, l'élévation totale avec l'éléphant. Donc, voilà, c'est aussi ces paradigmes-là et ces parallèles que je visite. Et du coup, c'est un totem chez les Bamileke. Donc d'où sa mise au jour ici, parce que du coup j'ai été amenée à faire une expo collective. J'ai eu en 2019, novembre, à cette période-là, et c'est là qu'est né Akan d'ailleurs, une rencontre avec des artistes guadeloupéens qui m'ont invité à prendre part à une expo. Il y avait dedans Yessou Dini, Rudy Marc Rocolor, Bruno Mutura et Tikai, qui du coup se sont retrouvés à l'Écouse, qui est une brasserie qui existe à Goyave. Et c'est là qu'on a eu l'expo, mais en même temps, en fait, beaucoup de synchronicité ou de raisons qui menaient à nous mêler. Et notamment, en fait, une prévision de partir à la Nouvelle-Orléans avec une association qui s'appelle Art au pluriel. Et je suis artiste adhérent de cette association. Donc, nous avions un projet pour aller à la Nouvelle-Orléans qui, eux, également, en fait, ont cette pratique du carnaval. Ils sont fans ou, demandeurs de savoir et d'apprendre davantage sur la culture créole. D'où en fait ces réflexions, et pour moi aussi d'apporter cette part d'Afrique, parce que du coup ce qui était intéressant dans cette rencontre avec des personnes d'ici et moi d'ailleurs quelque part, c'était de mixer et de faire apparaître notre créolité quelque part. Donc c'était l'accent de la réflexion, et du coup j'ai choisi ces outils-là. L'autre travail que je fais au-delà de la modélisation, c'est mes choix de couleurs, parce que du coup ils ont une symbolique réelle et spirituelle pour moi. L'éléphant par exemple, si on reprend ce masque-là, on est vraiment sur des couleurs qu'on dira animistes, parce qu'on retrouve la palette du blanc, du noir et simplement du rouge. Le début, la fin, la vie au milieu, donc ce mouvement de la vie qui est marqué par le rouge, la passion, l'amour, et également il est marqueur, trace du sang qui coule dans nos veines. Le noir, selon qui le veut, c'est la naissance par exemple. Donc oui, on sort du noir
Tu sais, tu sors et quand tu meurs, c'est l'illumination, c'est le blanc. Le noir est le début, c'est le commencement, c'est lui qui va. Et voilà, et le blanc est dans l'illumination, c'est réellement, et en plus on le comprend aussi lorsque on s'attarde à regarder par exemple certaines pratiques culturelles des Africains. Ils vont se parer de blanc sur leur peau par exemple, c'est pour être visible aussi dans notre monde. Il y a le monde visible et le monde invisible et il y a une façon de communiquer avec eux. Donc c'est une façon pour moi aussi de faire revivre ces entités ou ces esprits qui existent, qui sont autour de nous, même si certains n'ont pas la capacité de perception ou l'ont pas assez développée. Donc mes réflexions, c'est aussi ça, elles viennent des rencontres et au moment où ça se fait, donc à Caen est né parce que il fallait montrer le créole, il fallait l'amener à la Nouvelle-Orléans, qui eux également ont une population créole qui est là et qui aime le carnaval et qui le pratique notamment. Donc nous avions prévu de séjourner le temps du carnaval et pourquoi pas en fait y faire une expo, présenter nos arts et dans ses réalisations. Toi qui es de la Centrafrique, trouves-tu des similitudes entre les cultures de Guadeloupe et les cultures de ton pays ou du continent africain en général? Je trouve qu'elles sont, à proprement dites, je vais dire non. Tout simplement, genre, je n'ai pas de pratique ou de culture transposée directement. Par contre, ce que je retrouve en Guadeloupe et de ma Centrafrique, c'est par exemple dans la langue, je trouve des similitudes de mots, par exemple. Un exemple que j'aime bien donner, c'est par exemple, on dit pour désigner la partie des fesses, en créole, nous disons bonda. En sango, on désigne la même partie du corps avec une consonante supplémentaire qui est le N et nous disons ngonda. C'est un G, ouais, voilà, un GN qui fait. Donc pour moi, c'est juste une perte d'une lettre quelque part, ou en tout cas, là, phonétiquement, elle s'est transformée. Mais ça reste les mêmes choses. Donc du coup, quand on visite ou on apprend de la culture créole, guadeloupéenne en l'occurrence, j'y vois certains parallèles. Je pense que c'est aussi pour ça que je dis que j'aime bien vivre en Guadeloupe, parce que j'y vois des similitudes. Il y a un plat qui est phare chez nous, c'est le ngunja par exemple. C'est un plat qui est préparé à base de feuilles de manioc. Ici, c'est pas le même procédé, mais par exemple, quand je vois le kalalou, il me fait penser à ce plat. Le kalalou est typique, bien qu'on n'utilise pas, nous, la patate douce ou les autres végétaux que vous mettez à la préparation du kalalou. Et aussi, on n'utilise pas le crabe pour l'accompagner. Mais enfin, en termes d'aspect, il me fait penser à ça. Après, on retrouve d'autres choses ici, dans la langue, dans les façons de manger, mais c'est vraiment mixé et je ne connais pas non plus tous les pays d'Afrique. Je connais essentiellement la Centrafrique et j'ai été influencée, moi, par les ethnies, on va dire ça comme ça, ou en tout cas les populations particulières qui sont Banda et Yakoma, par exemple, qui ont eu plus d'influence, en tout cas sur moi. Donc, je connais davantage de leurs rites. Après, j'ai plus évolué en Europe aussi, mais j'ai toujours ma trace. Donc, voilà, pas totalement. Il y a vraiment une transmutation des cultures africaines à ici. Ils ont refait une réadaptation sur le plan culinaire, linguistique et autres, mais voilà, on y retrouve les ajouts de différents Afriques. Pas moi dans ma culture, à proprement dite, nous ne pratiquons pas le tambour comme on peut trouver par exemple le groka ici. Là, par exemple, ça va me faire penser au Sénégal qui pratique beaucoup la danse au niveau du tambour, ce type de pratique. Je suis encore en train d'apprendre le groka. J'ai compris qu'il y avait différents rythmes et autre chose, mais c'est encore une culture à laquelle je ne suis pas encore réellement initiée. Mais oui, le groka notamment fait part des traditions africaines et notamment de jouer le tambour. Voilà. En combien de temps tu prends pour réaliser, par exemple, à Caen, en combien de temps tu l'as fait ou Zéou, alors ça a été plus facile. En fait, tout dépend des techniques que je choisis d'utiliser. Par exemple, j'ai fait plus de couture sur Zéou masque, qui est le masque éléphant, en termes de... En temps, je ne le calcule pas réellement, c'est plusieurs jours. En fait, je commence la réflexion et c'est au fur et à mesure des jours que les choses vont se poser. Je ne compte pas réellement mon temps. Donc, ça reste encore une limite pour moi d'estimer vraiment. Mais en termes de jours, je peux dire, ça, j'ai pris 3 jours pour le faire, par exemple. Mais c'est des jours dans lesquels je m'arrête pour aller dormir. Je vais pisser, je mange, je fais plein de choses. Il ne faut pas croire, non, parce que des fois, je dis, je fais 3 jours de travail. Les gens pensent que je suis en transe complète ou que, ah là là, la meuf, elle a pas... Non, je pisse aussi, je m'arrête pour faire certaines choses.
chose, juste que j'ai pas un chrono qui me dit. Sur Akan m'a pris beaucoup plus de temps parce que là, j'ai choisi de travailler sur toutes les fractales de la vannerie. Et le salako, c'est un gros salako. Et en fait, j'ai fait des incrustations de fil. Donc déjà, j'ai travaillé mon fil, l'affiné. Ensuite, il y a tout un travail que j'ai fait au niveau de la structure du masque, donc le visage, donc modéliser cette face avec le choix des matériaux aussi. Là, par exemple, j'ai mélangé du tulle, j'ai mélangé du fil fin, j'ai mélangé du jersey, j'ai mis des perles aussi à Akan, donc ça a été et différentes couleurs aussi. Donc Akan a vraiment pris beaucoup plus de temps et ouais, ça m'a dû prendre 2 semaines de travail assez facile et tout est modélisé, tout est fait à la main au-delà des ajouts et autres. Ensuite, pour Akan, la présentation, j'avais aussi voulu faire une mise en scène, c'est-à-dire porter le masque. Donc j'ai eu une performeuse, Nefta Poetry, qui a travaillé avec moi, qui elle aussi, j'ai dû accompagner à construire son masque. La tenue qui allait habiller tout son costume en fait. Donc elle a porté le masque Akan et en même temps il fallait designer la tenue qu'elle avait en dessous. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de cheminement parce que des fois, en plus, je m'arrête parce que c'est pas que je suis à bout d'idées, mais parce qu'en fait, il y en a trop qui me traversent, donc il faut que je m'arrête, ouais, que je respire. Et des fois, en fait, c'est 2 jours après que je me dis, ah, bah tiens, là, j'ai le souffle pour continuer parce que là, j'ai la fibre qui reprend. Et puis en fait, voilà, il faut toujours canaliser du coup son inspiration ou la vision qui elle continue en fait de créer. Donc je peux pas te dire un temps, genre j'ai pris 48 heures, ça, j'arrive pas encore à l'estimer. On sait que le groupe Vim a réutilisé Akan pour son déboulé de dimanche. Ça a créé la surprise et un vif attrait de la part du public guadeloupéen. Comment la connexion a été faite avec le président du groupe ou les membres de ce groupe? Là encore, le hasard. Non, vraiment les choses de ma vie. En fait, Vim, je les connaissais déjà en tant que groupe parce que j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont membres du groupe de Vim. Elles sont adhérentes. Du coup, j'ai pu plus ou moins savoir ce qu'ils faisaient, le type de déboulé. J'ai pu y assister. Et une de mes très bonnes amies, notamment ça a été, elle s'appelle Katie Blérol, et c'est une personne qui m'a encouragée en fait beaucoup, même dans la création de mes colliers lorsque j'ai commencé. Elle m'a dit mais non, ce que tu fais c'est de l'art. Je lui ai dit on va faire tant un an. Elle m'a présenté des personnes et en fait c'est une personne qui m'encourage et me soutient beaucoup dans mes démarches créatives ou artistiques. Et lorsqu'elle m'a vue, elle vient donc à la maison, on est là et oui je travaille sur cette expo, je lui dis ça c'est le masque pour Vim, il nous faut cette tenue, on veut cette tenue. Donc pour elle, c'était évident que ce masque collait à l'esprit et à la culture de Vim. Naturellement, je pense que le chemin a fait. Elle a proposé du coup à Rudy, qui est le président de Vim, et j'ai été contactée du coup par tous les membres dirigeants, du coup on va dire quelque part, ou en tout cas Rudy a pris rendez-vous. Ils se sont déplacés à mon atelier où j'ai fait la présentation du masque, j'ai expliqué aussi l'esprit et l'histoire du masque, pourquoi est-ce que je l'ai fait, et ils m'ont demandé que effectivement, ça les botte, ça ressemble à l'esprit de Vim et que ce qu'ils voulaient, c'était en faire... il y avait très longtemps, ils n'avaient pas non plus fait le déboulé du dimanche gras, donc ils voulaient revenir aussi et pourquoi pas partager cette expérience. J'aurais dit, moi je suis emballée, au contraire, avec grand plaisir, parce que c'était aussi... la réflexion autour de mon travail, c'est aussi de révéler le divin. Donc pour moi, l'appropriation par la population apportait aussi une autre avancée dans ma réflexion de travail. Cette projection-là, parce qu'il faut le faire vivre. En fait, un masque, c'est un esprit qu'on fait vivre, en fait, et il faut du monde, du coup, pour s'en approprier. Et j'ai apprécié, du coup, la mise en valeur de Vim, qui, eux, en plus, sont allés plus loin, parce que créateurs aussi, quelque part, ou amateurs d'eux, et ils m'ont proposé, est-ce que tu accepterais que nous fassions des déclinaisons, c'est-à-dire intégrer des couleurs? Ils m'ont expliqué la formation d'un groupe, avec des satellites, avec une ouvreuse, etc. J'ai pensé avec eux sur les couleurs, je leur ai dit oui, l'esprit que je veux partager c'est ça, je vous invite à telle couleur, vous qu'est-ce que ça pense, cohérence avec Vim. Donc ça a été des réflexions mais aussi beaucoup de respect de ma démarche créative et également démarche spirituelle.
j'ai beaucoup apprécié en tout cas voilà, ce moment de rencontre. Mais du coup, ils ont créé chacun avec les instructions. Je suis partie dans leur local, présenter ce masque, leur expliquer l'esprit du masque et aussi leur dire aussi, et ça c'est un travail que Vim fait notamment avec la jante féminine, c'est-à-dire l'appropriation du corps, mais également en fait valoriser le féminin sacré quelque part. Et on a pu le faire au travers de Akan, qui est une divinité féminine en fait. Donc elle représente l'abondance, la fertilité, la paix et d'autres choses. Et j'ai apprécié que les hommes également se prêtent et acceptent de pouvoir révéler leur divin féminin. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils sont déguisés en femmes. Nous avons les parts en nous, le masculin et le féminin. C'est juste choisir de l'embrasser au meilleur moment. Et ouais, donc moi, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre et cette sortie. C'était fantastique. Et j'ai déboulé avec eux d'ailleurs. C'était la première fois où moi-même, je portais mon masque. Voilà, que je n'avais jamais porté. Non, mais c'est très vrai parce que du coup, parfois, je réalise les travaux, mais je ne les fais pas pour moi, à titre personnel quelque part. Donc oui, c'est d'autres personnes que je vois porter, mais voilà, cette occasion-là, avec Vim, cette sortie, a été pour moi l'occasion aussi d'incarner du coup la Lusaoli. Voilà. Tu parles beaucoup de spirituel. Est-ce que c'est important pour toi? Je pense bien que oui, parce que je suis un être humain et nous sommes toutes dotées d'esprit. Donc par essence spirituelle, je suis. Comme tous les êtres autour de moi. Après, je crois que tout dépend le cheminement aussi de chacun par rapport à ses croyances, à ses cultures, à son éducation. Oui, je me dirais un être spirituel. Est-ce difficile d'être une artiste designer en Guadeloupe? Je sais pas. Je sais pas. Quand je dis je sais pas, parce que je m'attache qu'à mon expérience. Pour moi, j'ai mes difficultés propres à mon fonctionnement, peut-être mais j'ai pas. Non, je pense qu'il n'est pas difficile de choisir en fait. On y trouve de tout. C'est vrai que je fais venir des produits d'ailleurs. Mais en fait, la Guadeloupe a assez de structures pour permettre à quelqu'un de pouvoir confectionner un vêtement si demain il souhaitait lancer une ligne de vêtements, une collection. Il existe des merceries, des fournisseurs, il y a de quoi faire l'acquisition de ces matières premières ici. Difficile aussi, non, parce qu'en fait, il a fallu juste que moi, j'accepte que j'avais ce talent ou cette capacité. Et effectivement, je remercie tout mon entourage de m'avoir encouragée à... La réalité que j'ai, ou en tout cas la difficulté que j'ai aujourd'hui en tant que designer, c'est de par exemple travailler avec certaines structures de l'État qui nous demandent en fait d'être à jour de nos cotisations, de payer les différentes taxes, de faire les avances, qui tout compte fait ne nous paye pas. Voilà, je me déplace, je vais travailler pour certaines structures, je reste à réclamer mon paiement et je trouve ça inadmissible parce que pour la taille de ma structure, ça c'est le défaut et je ne peux pas dire c'est... Donc du coup, voilà, c'est difficile de répondre, c'est une difficulté parce que je trouve que oui, les personnes me mettent des bâtons dans les roues, mais en réalité, moi, d'aller faire mon service, je n'ai pas de difficulté, je me donne les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture, de me déplacer jusqu'à Capesterre, de faire la mission avec le contrat, le devis que les personnes ont validé. À l'issue, ils ne respectent pas leur engagement. Il faut faire du contentieux, il faut commencer à devenir juridique, il faut commencer des choses de ce type. Donc ça, c'est la limite à mon travail. Voilà, les paiements, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils n'apprécient pas le travail? Non, ils sont très contents de votre travail, ils sont venus vous chercher pour cette qualification. Voilà. Non. Voilà. Mais ils ne veulent pas payer parce que bon, il faut qu'on fasse tel montage, parce qu'il y a eu telle loi qui a fait je ne sais pas quoi. Dis-moi qu'il y a autant de lois, je te dirais, je ne viens pas faire ton travail. Non, mais je t'assure, parce que moi, par exemple, j'ai des demandes, j'ai des clients privés, en fait, qui payent mes services et qui me demandent. Et par exemple, en fait, des fois, je choisis, dans ma programmation, de me dire, tiens, là, économiquement, ça va être intéressant pour moi d'aller faire cette opération. J'y vais et du coup, je mets en attente le besoin de mon client parce que c'est pas que je l'estime pas, mais je me dis j'ai envie de progresser aussi et de développer mon entreprise. Donc à des moments, je vais aller faire cette mission-là qui va m'apporter une part de marché qui va être plus importante économiquement parlant. Lorsqu'on y va, on la réalise et en fait, du coup, moi j'ai à être à l'heure.
à bien faire mon travail. J'avance ma charge alimentaire de pouvoir m'alimenter de jour où j'y suis, de mettre de l'essence dans ma voiture et d'avoir une voiture pour venir, qui veut dire il y a d'autres frais en fait qui sont dérivés, mais on va pas non plus les dire. Et donc j'arrive, je travaille et en fait je me dis bon ok, on a signé un contrat où là on indique 30 jours pour le paiement. Donc tu te dis, bon, ça va, je ne vais pas mourir, je vais respecter 30 jours, je vais les tenir. Sauf que ça vient 40 jours, sauf que ça vient 45 jours, ça vient 60, ça vient... Voilà, et j'attends toujours mon paiement et je n'ai pas de réponse. Donc la personne qui finalement a contracté avec vous, en fait, va voir avec sa gestionnaire qu'en fait, du coup, c'est pas lui qui prend le pouvoir, qui fait la décision. Mais enfin, bref, ça, c'est peinant. C'est peinant et c'est parfois même handicapant. Et je pense que si mentalement, on n'est pas assez fort, on peut ne pas être designer, du coup, on ne peut pas être artiste, on ne peut pas être chanteur. Plein de choses, en fait, qu'on ne peut pas, et surtout au milieu art et culture. Moi, par exemple, le fonctionnariat, ça ne me bottait pas trop. Ça ne me bottait pas. J'ai fait des études de droit, j'étais en fac, mes parents ont payé. J'ai fait du droit immobilier. Comme je disais aussi, j'ai eu à travailler aussi en centre de formation. Donc, ce n'est pas comme si je n'avais pas de compétences ni quoi que ce soit au niveau, je sais pas, du quotidien. Je ne sais pas comment le nommer, mais en tout cas, dans les normes qu'a créé la société, non. Mais j'ai choisi à un moment donné d'avoir une qualité de vie où je serais plus autonome, plus indépendante, plus de responsabilités. Certainement qu'effectivement, je pourrais les porter. Mais par contre, je trouve ça de mauvaise foi lorsque des personnes viennent vous contracter et vous demandent en plus des obligations en contrepartie et finalement n'honorent pas la contrepartie du marché. Ça, j'appelle... Là, j'allais être vulgaire. Mais je ne vais pas m'emporter parce que ça ne servira à rien. Mais ça, oui, ça, c'est ma difficulté en tant que designer ou en tant qu'artiste ou en tant que professionnel dans mon métier. Parlons des expos auxquelles tu as participé, quelles sont-elles? Ma toute première expo, c'était Cris de Femmes. C'était Cris de Femmes en 2018 au pavillon de la ville. Ensuite, j'ai fait une expo avec Sonia Aguessi et Raboteur et Elodie Bellemare, qui s'appelle Ebel en tant qu'artiste. On a fait une expo à 3 qui s'appelle Instinct. Ensuite, après ça, j'ai fait une poule à refaire. J'ai fait Alliance et Dissonance avec les artistes Alécouz, Tikai, Yessou, Rudy Marc, Bruno Metura. Ensuite, je viens de refaire la poule à refaire. Ma carrière en tant qu'artiste, elle est nouvelle, elle a à peine 2 ans à peu près. Mais, et du coup, oui, j'ai fait la poule à refaire aussi de 2020, ouais, sur Grace Jones, j'ai fait ça aussi. Ouais. Donc au total, tu veux savoir au total? Non, c'est un bon petit listing. Voilà, mais la dernière dont j'en sors, c'est la poule à refaire du coup. C'est la poule à refaire et on a eu une partie online et une partie physique à Aruche où on a eu une semaine d'exhibition physique et on a pu échanger avec le public. Et quelle est ton actualité du moment? As-tu prévu de faire d'autres expos? Est-ce que tu es sur une création en ce moment? En ce moment, oui. Là, en fait, j'ai mes 2 entités, c'est-à-dire j'existe en tant que Judith Chakpa artiste et là, je projette pour le prochain carnaval de faire une expo parce que j'ignore la question du carnaval actuellement. Mais je pense déjà à l'opportunité ou à créer en tout cas une expo et qui sera autour des masques à nouveau. Mais je présenterai un nouveau masque en plus de la collection que j'ai déjà. Et l'idée ici, par contre, ça sera d'inviter aussi les personnes à interagir avec le masque, c'est-à-dire peut-être pourquoi pas le porter. Donc je suis en train d'avoir cette réflexion. Je pense que j'ai déjà la culture que j'aimerais visiter en tête. D'un autre côté, c'est Émoi Création qui reste mon bébé, ma vie, ma passion, mon tout. Et pour Émoi Création, je prévois, là, j'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur le lancement d'un site marchand. Donc je pense que ça va apporter davantage à mes clientes et même aux demandes que je reçois de l'Hexagone. Faciliter mon process aussi de travail et j'espère bien augmenter mon chiffre d'affaires parce que la question, elle est aussi économique. Donc, ce sont les projections que j'ai et pourquoi pas décliner une nouvelle collection pour la partie émoi et intégrer aussi davantage de pièces pour les hommes parce que c'est une demande que j'ai assez régulièrement et je pense que j'ai beaucoup créé où j'ai assez de produits, une gamme qui est très très large, en tout cas pour les femmes, mais il me faudrait peut-être penser davantage les hommes. Voilà, dans mes prévisions, c'est intégrer plus de masculin dans le Émoi Création. Je lui dis chaque pas, peut-être décliner un nouveau masque pour une expo à venir. Et où pouvons-nous suivre ton actualité? Sur les réseaux sociaux, essentiellement. Pour l'instant, c'est l'outil que je l'utilise le plus. Sur Instagram ou sur Facebook, les 2 existent. Judith Chakpa, il est
possible d'être en contact avec moi, de suivre mon actualité, savoir ce que je fais ou pas, mais également Moi Création qui existe sur les réseaux sociaux. Après, je fonctionne beaucoup par bouche à oreille, je distribue mes produits et moi par vente privée, donc j'ai une clientèle qui sait le process, ils ont un fonctionnement, ils savent comment me contacter et j'invite toutes les autres personnes du coup à juste envoyer un message ou à m'écrire pour savoir est-ce que telle chose est disponible ou pas, parce que l'idée de mes créations, c'est de proposer aussi une sélection de pièces limitées, donc en général un modèle, je décline 5 ou 6 et si j'ai une nouvelle demande, je vais créer avec cette personne qui va me dire j'aime telle chose ou pas, ou je vais tenir en compte sa personnalité ou des indicateurs qu'elle m'aura donnés à partir d'un modèle que j'aurais pensé. Donc voilà. Merci Judith.